Bonsoir, merci de parler ce soir pour cette troisième conférence du Cercle national du coaching en partenariat avec l'ESG, troisième des 4 conférences de notre cycle de conférences 2014-2015. Didier Piclet va intervenir sur un sujet qui est une préoccupation, on va dire, tout à fait récente, c'est une quinzaine d'années que Didier travaille sur cette problématique, et de Marc Employeur, qui a même posé, je crois, en 1900, j'ai quelques dates, 98. C'est évidemment ici quelque chose qui interpelle les entreprises. Je pense que l'entreprise a tout intérêt à se préoccuper de leur image, au niveau de la marque. Il y a deux questions qui vont introduire cette conférence, et ensuite Didier exprimera et expliquera son travail. Comment le manager coach peut-il participer à la construction de la co-entreprise? C'est une première question. Une deuxième question, en quoi la marque employeur doit-elle intervenir dans la gouvernance des organisations? Voilà les deux questions au départ, et puis je vais laisser Didier exprimer ce qu'il a à dire sur ce sujet. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour dire quelques mots des activités du Cercle national de coaching. Puis nous nous retrouverons, comme d'habitude, autour d'un collectif, d'un collectif dînatoire. C'est le timing que nous avons. Très bien. Bonsoir à tous. D'abord, merci de m'accueillir pour parler de ce sujet de marque employeur, et on va voir que ça déborde sur plein d'autres sujets. Quand on commence à parler de ce sujet de marque employeur, autant camper le décor, c'est sûrement le sujet le plus tarte à la crème du moment dans l'univers RH, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui parle de sa marque employeur et qui, la plupart du temps, ne fait strictement rien. Ça fait bien de parler de marque employeur, mais il y a un grand décalage entre le faire et le dire, et je vais évidemment revenir dessus. Parce que quand on parle de marque employeur, quand on parle de manager guide, parce que les deux sujets sont liés, on aborde des sujets très existentiels dans l'entreprise. Le sujet de la confiance, le sujet de la culture, et évidemment le sujet de l'honnêteté. Alors, je vais commencer par balayer un petit peu rapidement ces sujets avant d'entrer dans l'approche de la marque employeur et évidemment de ce qu'a l'impact au niveau du management. Avec le recul qui est le mien aujourd'hui, ça fait une petite trentaine d'années maintenant d'accompagnement et de conseil des entreprises, notamment des grandes, il est clair que je ne veux pas surtout noircir le tableau, mais le rendre le plus objectif possible, je n'ai jamais vu autant de mal-être qu'aujourd'hui dans les entreprises. Et quand on parle de mal-être, il ne s'agit pas de pleurer avec tout ce qui se passe aujourd'hui, non. Il ne s'agit pas non plus de pointer du doigt les salariés, non également. Les personnes ne sont pas en mal-être parce qu'ils travaillent trop ou autre. La raison, elle est extrêmement simple. La plupart du temps, ils ne savent pas à quoi ils servent. Ils ne savent pas se raccrocher au sens de l'entreprise et encore moins, évidemment, à une sorte de dynamique collective. Mon propos est évidemment vrai plutôt dans les grandes boîtes cotées ou assujetties au marché financier que dans la PME locale, familiale. Évidemment, il y a un grand écart. Donc je force volontairement le trait. Nous animons avec mes équipes à peu près 150-200 tables rondes par an dans tous les secteurs d'activité, aussi bien tertiaires, industriels, et là on va au plus près des mots issus véritablement des tripes et du cœur des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des mots marketing, on n'est pas dans des mots de consultants. Et qu'est-ce que l'on entend? Aussi bien chez les publics ouvriers, non cadres, cadres, c'est j'ai le sentiment de n'être qu'un numéro. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on monte dans la
la hiérarchie des entreprises, plus ce sentiment devient important. Pourquoi? Parce que plus les entreprises sont grandes et plus elles sont assujetties au marché financier, plus elles sont dans le court terme, et surtout dans le modèle de management, et c'est assez terrible aujourd'hui ce que l'on vit, on ne demande pas à un manager d'être créatif, d'être entraînant, ça c'est le beau discours, on lui demande d'exécuter les process. Et ça, cette réalité, elle est de plus en plus criante, notamment avec l'import de certaines modes anglo-saxonnes, puisque les Américains nous avaient importé l'organisation matricielle, qui a quand même rendu relativement schizophrène dans le monde de l'entreprise, parce qu'on ne sait plus à qui on reporte, qui est le chef de qui, etc. Mais aujourd'hui, on franchit une autre étape, qui est le management par l'exécution. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte quand on va parler de marque employeur, parce que dès lors qu'on va parler de marque employeur, on va parler, encore une fois, de confiance et de culture. Mais sur quoi bâtir de la confiance et de la culture quand la ligne managériale est dans l'exécution? C'est un vrai débat assez important. Alors, quand on regarde ce débat de la confiance, hein, qui est évidemment le préliminaire à la marque employeur, eh bien, on se rend compte que les modèles aujourd'hui font que, quel que soit le job que l'on exerce, on est plutôt embrigadé dans un modèle, encore une fois, d'exécution qui nous fait marcher à côté de nos vies. Et c'est très impressionnant. Et là aussi, je vous fais partager, on est un petit comité, donc je vous fais partager sans phare un petit peu ce que nous constatons sur le terrain. Moi, je suis sidéré, y compris à des très hautes fonctions de très grands groupes, de voir à quel point on fait jouer un rôle aux gens. La plupart des managers sont généralement des êtres humains comme vous, moi, avec des valeurs, qui transmettent à leurs enfants le respect, la courtoisie, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand on est plongé dans le monde de l'entreprise, eh bien on se rend compte que les profils les plus fréquents sont soit des profils arrogants, voire violents, voire lâches, soumission, et globalement, ces mêmes personnes qui dans leur vraie vie sont très différentes de cela, et bien évidemment sont tiraillées avec ce type de rôle. Alors vous allez me dire, pas obligé de le tenir ce rôle. Mais le problème, c'est que les systèmes sont beaucoup plus forts que les individus la plupart du temps. D'où ce que vous avez sûrement dû entendre parler régulièrement, parce que ça fait quand même pas mal l'actualité, le stress, le burn-out, etc. Et ces tensions extrêmes ne sont pas liées, encore une fois, à un problème exclusivement de charge de travail, mais encore une fois, une dimension existentielle, qui je suis et à quoi je sers. Et quand on regarde de près, avec objectivité, le contour de ces grandes entreprises, on se rend compte qu'elles ont tout ce qu'il faut en termes de marketing, en termes de com. Je vous fais partager un exercice de style que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. En l'occurrence, tous les ans, je lis une quinzaine, une vingtaine de rapports annuels. Vous savez, cette grande Bible qui ne cesse de s'épaissir d'année en année et qui est remis aux analystes financiers. Eh bien, si vous vous prêtez à l'exercice, vous aurez le sentiment qu'il n'y a qu'un rédacteur sur la place de Paris qui écrit tous les rapports annuels. C'est les mêmes formules, c'est les mêmes tirades sur ma richesse, c'est les hommes, le capital humain, la RSE, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de copier-coller de la bien-pensée corporate, on va dire. Et de fait, en creusant, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui nous sommes à une époque où il y a une sorte de copier-coller culturel dans les entreprises. On doit tous penser de la même manière, on doit tous se comporter de la même manière, on doit évaluer les collaborateurs de la même manière. C'est des phénomènes de mode. Alors évidemment, là je vous donne un énorme miroir grossissant des grandes entreprises, encore une fois. Hein, je nuance, hein, bien sûr. Mais comme on prend toujours, quand on parle de l'humain et du monde du travail, les grandes entreprises en référence, eh bien c'est que, rendu de monnaie, c'est d'avoir ce miroir grossissant. Or, par définition, chaque entreprise, qu'elle ait 50 salariés ou 100 000 ou 200 000 salariés, est par définition un lieu humain exclusif. Même si le dogme des marchés financiers
veut nous faire croire le contraire. À un moment donné, le matin, 50, 100, 100 000 personnes se lèvent avec le même maillot et sont censées aller vers un même but. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart, encore une fois, des grandes entreprises, il n'y a plus de patron. Il y a des dirigeants salariés interchangeables qui, effectivement, ont une feuille de route qui est le taux d'ébit à délivrer et qui, au final, ne font plus l'heure les questions d'emploi et de culture. C'est très rare aujourd'hui de voir la prise de fonction d'un dirigeant dans une grande entreprise où il est consacré un temps important sur l'histoire et la culture de la maison dont il hérite. C'est très rare, on va tout de suite vers le business plan. Alors que quand on prend en charge une équipe, une entreprise, on a avant tout en charge d'âme, on a en charge d'histoire au pluriel. Et c'est un vrai effort à faire que de pouvoir se l'approprier. Je vous en prie. En fait, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard, je suis en retard. J'ai une question primordiale. Est-ce qu'on peut interagir? Ah, mais bien évidemment, on est en petit comité, ça sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est bon, c'est ma première question. Vous allez en avoir après. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Posez toutes les questions que vous voulez. Posez toutes les questions que vous voulez, surtout les moins langues de bois. Et j'essaierai de vous faire partager ma modeste expérience qui vaut ce qu'elle vaut, bien évidemment. Donc, pour revenir au sujet, dès lors que l'on parle de marque employeur, on va parler de quoi essentiellement? On va parler de la culture. On va parler de ce qui rend l'entreprise unique. On va parler de l'ADN, et en l'occurrence, la marque. Thierry faisait allusion au fait qu'en 1998, j'avais déposé le concept de marque employeur à l'époque. La définition que j'avais mise à l'époque, et qui est toujours très d'actualité, c'était la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs, donc interne, externe, au nom de la performance de l'entreprise. C'est que la réalité d'une boîte, que je fabrique des boulots ou que je vende des services, c'est de vendre. C'est de faire du business, il ne faut jamais l'oublier, être performant. Par contre, dans un contexte de cohérence humaine qui peut être revendiqué. Or, la marque employeur, et c'est très important de l'intégrer, parce qu'elle est très travestie aujourd'hui, ce n'est que la marque traitée sous l'angle employeur. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de territoire de com à inventer. Il n'y a pas de sémantique à inventer. La marque, elle tient des promesses auprès de ses parties prenantes, clients, opinion publique, société civile, etc. Et le bon sens, et je m'excuse d'ouvrir une porte ouverte avec vous ce soir, mais le bon sens, ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise qui tiennent ces promesses. Ce n'est pas les marketeurs avec leur super plan de com qui vont faire effectivement la nature même de la marque. Ce sont les hommes et les femmes qui portent le maillot. Et souvent, je parle de marque maillot, c'est qu'à un moment donné, on est obligé, quelles que soient ses compétences, d'être transcendé par un maillot. C'est comme dans le sport. Si je ne suis pas fier du maillot que je porte, je n'ai qu'à rentrer dans les vestiaires dans l'absolu. Parce que par définition, on s'efface devant le maillot. Et la marque, c'est évidemment ça. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer à ce moment-là qu'un dirigeant qui arrive à la tête de Sanofi, c'est un peu comme un super joueur qui arrive au PSG et peu importe qu'il porte le même maillot que les autres, il est beaucoup plus payé que... Est-ce que ça ne crée pas une vraie difficulté à motiver l'équipe autour d'une marque s'il y a un surpayé et tout le monde reste derrière? En l'occurrence, l'exemple du dirigeant de Sanofi qui a effectivement fait un peu les gorges chaudes, c'est simplement le miroir assez pathétique de l'état de la France par rapport à ces sujets. Certains grands dirigeants, il y a un mercato, hein, des grands dirigeants, et qui, quel que soit l'endroit où on se trouve à travers le monde, ce type de sujet n'existe pas. Par contre, s'il est surpayé et qu'il n'est pas capable de raconter la belle histoire pour entraîner, je crois qu'il doit y avoir à peu près 110 000 salariés à peu près chez Sanofi, là, c'est peut-être un peu trop payé. Mais évidemment, et votre question soulève l'incarnation de la marque employeur, mais je vais revenir dessus, parce que très clairement, la marque employeur, c'est la capacité à formaliser l'ambition humaine de l'entreprise. Et on va revenir évidemment sur le rôle essentiel des dirigeants sur cette question.
question qui se pose avant de rentrer dans l'approche un peu méthodologique de la marque employeur, c'est finalement en quoi ma culture devient à la fois un capital et un élément de différence par rapport à mes compétiteurs, concurrents, X ou Y. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, et là je vous livre ma stricte expérience qui n'a rien de scientifique en l'occurrence, mais ces 18 derniers mois, avec mes équipes, les sujets, les dossiers sur lesquels nous avons pris le plus de plaisir, ce sont soit des grands groupes mondiaux ou ETI, mais familiaux. Alors c'est assez interpellant, parce que ça peut être des numéros 1 mondiaux, je pense au groupe Pochet. Pochet, c'est une entreprise qui a plus de 4 siècles d'histoire. C'est le numéro 1 mondial de la fabrication de tous les flacons de parfums de luxe, parfums Chanel, Dior, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les belles bonnes parfumeries. Ces flacons sont fabriqués par cette maison. C'est Salm, Cuisinella ou Schmitt. C'est les cuisines numéro 1, petite fille du dirigeant qui dirige, chez Grand Marnier, c'est des boîtes comme ça. Et en allant sur le terrain, alors aussi bien en usine qu'en fonction support, le point commun sous ces entreprises, c'est qu'on rencontre des gens qui ont la banane. Des gens heureux, qui sont fiers de leur boîte, qui aiment leur patron, non, ils sont heureux. Alors que, globalement, on n'arrête pas de dire que tout le monde est malheureux en France. Il y a plein de boîtes où on est heureux. Le problème, c'est que ce n'est pas assez médiatique, on n'en parle pas assez. Ça, on peut le regretter. Et quand j'ai interrogé les présidents de ces boîtes, qui ne se connaissent pas, hein, et je leur ai dit, mais comment vous l'expliquez que les gens aient la banane comme ça, etc. Eh bien, ils m'ont tous sorti le même mot. C'est là où c'est interpellant, et je vous invite vraiment à y réfléchir, parce que c'est un mot qu'on ne trouve pas dans les manuels de management. Dire, bah, chez nous, on a de la considération pour nos équipes. Voilà. Et je crois que le point de départ d'une réflexion en termes de marque employeur d'ambition humaine, c'est où on met le curseur de la considération sur la chose humaine. Et quand on creuse un petit peu ce terme avec ces dirigeants, eh bien on se rend compte qu'ils ne sont pas dans le marketing de la relation humaine, ils sont dans la vraie relation. Et j'utilise volontairement le terme de relation humaine par opposition à un terme que je déteste, qui est le terme de ressources humaines. Parce que si vous me trouvez un être humain qui accepte d'être considéré comme une ressource, il faut se lever tôt. En tout cas, ce n'est pas mon cas, et je ne pense pas que ce soit votre cas. Mais c'est comme ça, les formules ont la peau dure, les DRH continuent à s'appeler directeur des ressources humaines, alors qu'il y a 25 ans de ça, le professeur Peretti avait sorti une étude auprès des DRH, ils étaient déjà à l'époque 77% ou 78% à vouloir changer l'intitulé de leur fonction. Allez savoir pourquoi ils continuent à s'appeler comme ça, moi je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense que les mots ayant du sens, relation peut intéresser tout le monde, ressources, pas grand monde, et on se rend compte aujourd'hui, je vous en prie monsieur. En fait, excusez-moi de vous faire, je souhaiterais revenir sur l'histoire de la culture d'entreprise, oui. La culture de façon générale. Est-ce que c'est l'entreprise qui impose sa culture et que tous les employés doivent adhérer à sa culture, ou bien chacun est libre d'avoir sa propre culture, de telle sorte à ce qu'in fine, qu'on ait un output positif? Je pense que déjà, il ne doit pas y avoir de débat sur le sujet. L'entreprise a une culture, l'entreprise a un ADN profond, qui est la marque. Oui. En revanche, que la culture agrège les différences, qui revient à répondre à votre question, ça évidemment c'est le sens du management. Mais en revanche, je vais même plus loin. Moi je crois que l'un des défis dans les 10-15 ans à venir, si on veut véritablement redynamiser la culture d'entreprise, qui est encore une fois très mise à mal aujourd'hui, eh bien il ne faut pas avoir peur de parler de spiritualité d'entreprise. Je suis d'accord. L'entreprise, et évidemment au sens religieux, dogmatique, on s'en fout, ça, c'est pas le sujet. Mais l'entreprise est une communauté humaine. En l'occurrence, si elle ne drive pas cette communauté humaine avec des rites, une entreprise, comme toute communauté humaine, a besoin de rituels. Mais pas de copier-coller, comme on le voit partout. Des rituels propres, des rites de vie propres,
et surtout des rites incarnés et habités par la gouvernance. Or, le problème aujourd'hui, vous avez pratiquement 70% des managers, le chiffre est français, je précise, qui déclarent que leur manager n'est pas un exemple pour eux. Donc, le N+1 du manager n'est pas un exemple pour eux. Et ça, c'est absolument pathétique. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 25 ans, il y a une chose qui a disparu des états-majors, c'est la conscience employée. Et plus les entreprises sont grandes, plus mon propos est vrai. Je vous donne la première étape de construction d'une marque employeur, mais je reviens là-dessus. Quand on démarre un vrai chantier marque employeur, on commence toujours par interviewer les membres d'un comité de direction, en face à face, et on leur dit, voilà, vous êtes patron, alors directeur financier, DRH, directeur marketing, directeur production, logistique, qu'importe les titres. C'est les patrons. Ils sont au bord. Et on leur dit, à 3-5 ans, de quoi voulez-vous être fier en tant qu'employeur? Question évidemment basique, fondamentale, si on veut bâtir quelque chose. Parce que si on n'a pas les visions de la tête, bon. Eh bien, je vous assure, dans 95% des cas, nous n'avons pas de réponse. C'est là le début du progrès. Parce que on a fabriqué, en l'espace de 20 à 25 ans, des leaders qui ne se pensent plus employeurs. Ça, c'est la question RH. Mais quand on balance d'un revers de main cette question aussi fondamentale de l'humain à des techniciens, là, ça devient dramatique. Et donc, on voit bien que si on n'aligne pas la tête sur une vision de l'ambition humaine, il ne peut pas y avoir de marque employeur. Et aujourd'hui, très clairement, quand on parle de marque employeur, regardez, hein, c'est là où c'est pathétique, on ne parle pratiquement que de communication, de recrutement, d'attractivité, de sourcing, comment je fais pour attirer. Mais on ne parle pas du tout de cohérence et d'alignement entre la tête et le corps, entre la culture et la communication. Alors en plus, il y a plein de phénomènes très liés au digital aujourd'hui, parce que c'est pas faire offense à cette fonction que moi j'estimais capitale pour l'avenir. Hein. La fonction DRH, c'est la fonction, je pourrais revenir dessus, c'est une des fonctions les plus importantes dans les 10-15 ans à venir. Pourquoi? Parce que pour la première fois, l'entreprise va être le monde du travail va être confronté à des évolutions exogènes et non endogènes. Concrètement, on a tous entendu parler, d'ailleurs, beaucoup de représentants dans la salle, de la génération Y, soit, franchement, pas très différente de leurs aînés, quelques nuances près. Mais quand on revoit les fondamentaux, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le pavé. Hein. Mais, une fois qu'on dit ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder la génération qui suit, les Z. Alors là, par contre, il ne faut pas avoir peur de les qualifier de mutants. Ce sont des mutants. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où une génération invente un nouveau monde sans tenir compte de ce que les générations précédentes ont bâti. Ils inventent un langage, ils inventent une culture, ils inventent des modes de communication, ils sont nés, les générations Y ont accompagné les technologies. Eux, ils sont nés avec. On leur parle de crise, ils ne comprennent pas. C'est le monde. Et, par contre, ils sont dans un référentiel temps qui n'a rien à voir avec les générations précédentes. Ils sont dans l'hyperconnexion, ils sont dans plusieurs espaces-temps, plusieurs mondes simultanément. Et donc, tout ça, on ne peut pas lutter. Vous imaginez bien que 9 entreprises sur 10 ne sont pas armées pour les intégrer. Parce que vous voyez qu'il y a encore, je crois qu'il y a que, je ne veux pas vous dire le pourcentage, je n'ai plus en tête, je m'excuse, donc il y a encore un pourcentage énorme d'entreprises qui interdisent dans l'entreprise l'usage des réseaux sociaux. Je vous en prie. Vous pensez que du coup, la culture d'entreprise doit s'adapter à cette génération Z ou c'est la génération Z qui doit s'adapter à la culture? Alors, très clairement, les deux. Les deux. Ce qui m'effraie... Maintenant, il faut la changer. Comment? Donc maintenant ou dans 3 à 5 ans, il faut la changer. Il faut clairement s'adapter. Mais ce qui est intéressant, en revenant à des fondamentaux, parce que quand on interroge, il y a un an et quelques, j'avais sorti un bouquin qui s'appelle « Prix de la confiance », où j'avais pas mal développé justement l'approche de
de cette nouvelle génération, leurs attentes sont des attentes fondamentalement humaines. Confiance, transparence, exemplarité au niveau du management. C'est un profil plus, entre guillemets, plus libre que les profils précédents. Alors attention, quand ils vont être formatés par les écoles, quand ils vont être confrontés au principe de réalité, évidemment, ça va se nuancer, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais, pour autant, leur ADN fait que, depuis qu'ils sont bébés, sont devenus une marque. Le cloud, CLOUT, mon indice de popularité sur le digital, quand depuis toujours vous le mesurez, vous n'êtes pas câblé, comme tout le monde le fait, par rapport aux générations passées. 2, la simultanéité des communautés. Ça, vous ne pouvez pas le laisser à la maison, quand c'est en vous. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse ou on s'adapte? Puisque c'est un principe évolutif. On peut dire c'est pas bien. On peut dire, on peut critiquer, on peut dire très bien. Et quand c'est une génération, et de surcroît universelle, que vous preniez un Français, un Italien, un Américain, un Indien ou autre, c'est aligné. C'est une première. Donc la culture d'entreprise doit revendiquer sa sélectivité. C'est-à-dire que ce qui est assez terrible dans ce qu'on commence à voir poindre, alors notamment chez les X, il y a une sorte de béatitude devant le jeunisme. C'est assez impressionnant. Moi, des fois, j'assiste à des colloques ou des choses comme ça, où on voit des cadres dirigeants qui ont bâti vraiment des choses très, très, très concrètes, mais de BA devant des jeunes gens qui ne sont qu'au début de leur vie, qui ne sont évidemment pas finis, si tant est qu'on soit fini un jour, en tant qu'être humain. Et pour autant, on les encense, etc. Là, il faut quand même se pondérer. Pourquoi? Parce que l'entreprise est et restera encore un lieu d'intégration et d'apprentissage. Et donc, il n'y a pas à se pervertir face au jeunisme, mais il y a quand même à décoder cette nouvelle forme de jeunesse. Et surtout, répondre aux vœux d'espérance de cette jeunesse. Aujourd'hui, 75% des jeunes diplômés en France veulent quitter la France. Sur le principe que les entreprises ne leur font pas confiance. On n'a pas le droit d'arriver à des constats comme ça. C'est quand même le système qui est responsable. Et ça, c'est pas normal. Alors à un moment, soit on ne veut pas regarder ça, et puis on se dit, bah, ils ont qu'à faire leur vie, et c'est très bien, le monde est vaste, etc. Soit on balaye devant sa porte, et on se réfléchit, pourquoi en France, on a autant de mal-être par rapport à d'autres pays. Tous les pays ne sont pas assujettis au même mal-être. Parce qu'on a une gestion managériale qui est un peu casque à boulon encore, aujourd'hui. Et ça, par contre, avec les mutants, ça ne le fera pas. Très. Donc, comment? Bien sûr. Mais là, il y a un parallèle. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près le même chiffre, en 84%,